Alors, je vais me présenter en 2 mots et dire dans quel cadre. Je vais vous amener aucune statistique parce que j'en suis incapable, ça n'est pas ma fonction. Donc, je suis mandataire judiciaire à protection des majeurs en 3/4 de temps encore dans le département de la Drôme. À côté de ça, je suis formateur, intervenant, notamment impliqué dans la formation obligatoire des mandataires. Et je suis président de la NDP, qui est l'association nationale des délégués personnels des services mandataires, c'est-à-dire en gros des délégués à la protection des majeurs, des services mandataires et des autres personnels des services mandataires. Donc, du coup, la place dans laquelle je vais vous parler, donc on est une petite assoce de professionnels. Quand je dis petite assoce, c'est-à-dire qu'on a un réseau de plusieurs centaines ou milliers de professionnels sur la France. Mais on est une petite assoce, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec 10-12 000 euros de moyens annuels. On rencontre beaucoup de professionnels et c'est dans ce cadre-là, surtout que je vais essayer de vous amener des débuts de données, c'est-à-dire à travers nos observations sur à peu près tout le territoire et dans notre réseau de professionnels et ce qu'on recueille de la part des collègues quand on les rencontre. Donc, sans aucune stat fiable, évidemment, puisque ce n'est pas du tout notre place. Je vais essayer de vous apporter 3 types de réflexions. D'abord sur les données, ou plutôt l'absence de données. J'évacuerai vite cette question, mais pour moi, elle est tout à fait signifiante. Le deuxième, c'est sur les types de publics, population, personnes protégées, et sur les types de mesures de protection mises en œuvre. Première réflexion sur l'absence de données. Qui peut-être parle autant que la présence de données. C'est ahurissant, mais ça fait 5 ans et demi que je suis président de la NDP, plus que j'ai une application nationale. On court après, rien que le nombre de mesures de protection, le nombre de majeurs protégés en France, c'est impossible de le dire. Les seules données qu'on avait, c'était une extrapolation de l'ONPMP au 31/12/2007 qui donnait 700 000 mesures actives hors sauvegarde de justice, donc tutelle-curatelle. Et aujourd'hui, le chiffre communément admis par extrapolation et brandi dans beaucoup de cercles, c'est 800 000. Mais ça ne repose absolument sur rien. J'ai eu quelques interlocuteurs parisiens dans des écoles de formation dont l'interprétation était que cette absence de données était une volonté délibérée des pouvoirs publics qui masquait une réalité beaucoup plus large et qui pourrait être dérangeante. C'est-à-dire que leur interprétation, c'est qu'il y avait encore plus de personnes protégées. Ce n'est pas mon interprétation, je le dis tout de suite. Je ne suis pas certain. En tout cas, cette interprétation repose sur rien, si ce n'est une éventuelle théorie du complot. Par contre, il me semble que c'est à mettre en relation avec le rôle de la mesure de protection, qui a un rôle tout à fait subsidiaire dans les politiques publiques. C'est-à-dire que, depuis toujours, mettre quelqu'un sous mesure de protection socialement, c'est quand les autres dispositifs n'ont pas fonctionné de prise en charge par le médico-social, le médical, le social. Du coup, comme la mesure de protection est subsidiaire, c'est toujours le dernier recours, et qu'elle n'est pas une politique publique en tant que telle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'articulation, tel type de population, on va la mettre sous protection alors que celle-là relève plus d'un autre type de prise en charge, eh bien, cette absence de données parle dans ce sens-là, c'est que la mesure de protection est le réceptacle du reste du monde, de ce dont on ne sait pas quoi faire, qui ne relève pas de la prise en charge de droit commun. Donc là, à mon avis, ça parle, et il y a quelque chose peut-être à débroussailler. Puisque, en gros, la mesure de protection est un système palliatif des autres politiques publiques. Et n'est pas une politique publique en tant que telle, et on l'a vu, pour enfoncer le clou, dans les premiers schémas régionaux qui ont été pondus en 2010-2014, pour la période 2010-2014, il n'y avait qu'une extrapolation sur les besoins qui était basée sur l'existant, mais absolument aucun volontarisme ou aucune volonté qualitative de politique publique en direction des personnes à protéger, personnes dites vulnérables. Je m'arrête sur ce sujet, je passe
sur les types de publics, donc ça vient vraiment du recueil de ce que peuvent dire les collègues à travers tout le territoire. Première remarque, ce qui est très rassurant, c'est que, où qu'on aille, où que j'aille, déjà je vais parler de mon expérience, mais aussi des autres administrateurs de la NDP, qui rencontrent des collègues, qui rencontrent des services, c'est qu'il y a des traits communs sur tout le territoire. Il y a des particularismes régionaux, locaux, l'effet masse dans la région parisienne, un particularisme tout à fait intéressant dans le Nord-Pas-de-Calais, où il y a beaucoup de personnes sous mesure de protection qui vivent en Belgique, mais dont la mesure de protection est exercée depuis le département du Nord. Ça provient vraiment d'un particularisme qui a beaucoup d'EHPAD et d'établissements pour personnes handicapées en Belgique. Donc on a des traits comme ça régionaux, mais ce sont les mêmes populations qu'on repère dans ce qui nous est renvoyé. C'est-à-dire que le trait commun, je vais faire exprès de dire, si je peux faire une catégorie, le trait commun, ce n'est pas l'altération des facultés mentales dans ce qui nous est rapporté, c'est la désaffiliation. C'est-à-dire que la désaffiliation sociale, le décrochage social, en règle générale. Alors, désaffiliation par rapport au droit, à l'accès au droit, par rapport au réseau qu'on peut avoir, au capital familial, culturel ou social. C'est-à-dire tous les points d'appui sur lesquels on peut se reposer face à une difficulté de la vie. Et vraiment, le trait commun, je dirais que ce n'est pas l'altération des facultés mentales, qui est quand même la raison première de mise sous protection. Il y a deux conditions cumulatives. C'est l'altération médicalement constatée et la difficulté ou l'incapacité de pourvoir à ses intérêts. C'est ce que dit le Code civil, donc d'ailleurs à se gérer. Eh bien, si on peut faire vraiment, moi je dirais que c'est plus la désaffiliation, et qu'après l'altération médicalement constatée, c'est un peu l'œuf et la poule, c'est est-ce que c'est la désaffiliation et les difficultés sociales personnelles qui font naître l'altération, ou l'altération qui fait naître la désaffiliation? On ne sait pas, c'est très variable, mais c'est pour ça que je préférais parler de désaffiliation, de décrochage. Le marronnier qu'on nous brandit toujours sur l'augmentation du nombre de mesures de protection, c'est le vieillissement de la population. Honnêtement, et vraiment de manière à peu près unanime, là, cette année je me suis baladé dans toute la région Rhône-Alpes, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Pays de Loire, en Basse-Normandie hier, le vieillissement de la population, en tout cas pour les services de tutelle, je parle des associations tutélaires, n'est pas le plus gros pourvoyeur aujourd'hui de nombre de mesures de protection. Ce n'est pas vrai pour nous. Ça commence. Mais ce n'est même pas historiquement le vieillissement en tant que tel, c'est le vieillissement des personnes handicapées qui mouraient plus tôt, tout simplement, et qui aujourd'hui survivent, si je peux le dire avec humour, et le vieillissement des personnes alcooliques, dans l'addiction, etc. Mais pas le vieillissement majoritairement, c'est-à-dire la démence sénile, l'affaiblissement dû à l'âge. Ça commence. Mais on le repère, il y a plus de mesures ces dernières années, mais vraiment très récemment, qui arrivent de gens vraiment vieillissants et dont la principale pathologie c'est l'âge. Mais c'est très récent et ce n'est pas le plus gros de la troupe, si je puis dire. Dans les associations tutélaires, encore une fois, à ramener à cette réalité-là. Par contre, une grosse prévalence de personnes issues ou suivies ou potentiellement pouvant être suivies par la psychiatrie. Grosse prévalence. Ça ne veut pas dire majoritaire, mais ça veut dire une forte minorité à tout le moins. Alors, avec des chiffres qui sont donnés par les collègues hier, mais qui reposent juste sur des observations. Donc c'est des grandes fourchettes, il n'y a aucune... Mais les collègues d'Alençon, par exemple, parlaient hier de 20%. Sur d'autres territoires comme PACA ou la région Rhône-Alpes ou la région Île-de-France, on parle plutôt de 50%. C'est-à-dire de personnes soit suivies, soit potentiellement suivies par la psychiatrie, ou ayant été suivies, c'est-à-dire des personnes ayant des réels troubles de la personnalité, troubles du comportement, troubles de la relation à l'autre. Et donc, une inadaptation
enfin une inadaptation due à ces troubles-là. Et d'ailleurs, si je peux rajouter un autre mot-clé à la désaffiliation, c'est l'inadaptation. L'inadaptation au contexte socio-économique, socio-civil, socio-administratif. On a vraiment l'impression que l'environnement se complexifie tellement, mais se complexifie pas seulement dans ses rouages, mais dans une survalorisation de l'autonomie du sujet social agent de sa propre vie, de sa propre consommation, que cette complexification augmente la marge en fait. Il y a plus de gens qui sont laissés sur le bord de la route. Et qui du coup, s'ils n'étaient pas pathologiques dans une société plus traditionnelle, rurale, avec une prise en charge familiale des difficultés et des légères déficiences de l'inadaptation, deviennent complètement inadaptés et pathologiques dans cet environnement-là. Et notamment par rapport à la gestion de l'argent, la gestion de la limite personnelle. Comme on est agent économique avec une survalorisation de la consommation, de l'autonomie, de « je veux donc je peux », eh bien, les personnes qui sont d'autant plus perméables à ça et qui ne peuvent, en plus, économiquement, le moins y répondre, c'est-à-dire les populations qu'on touche sont tout à fait précarisées pour une majorité, eh bien, ça les fragilise d'autant plus, ils se retrouvent d'autant plus dans une difficulté à gérer leurs papiers, à gérer leur budget, voire dans des situations de surendettement, même si le surendettement, on l'a dit, n'est pas, en tant que tel, bien sûr, une raison péremptoire pour prononcer une mesure de protection. Et dans les traits qu'on peut repérer, il y a souvent, si je peux le dire avec humour, un cumul des mandats, c'est-à-dire vous avez une association de différents traits, soit liés à l'addiction. Beaucoup de gens qui relèvent de l'alcoolisme, alors vous disiez très bien, Madame la juge, que l'alcoolisme n'est pas en soi une raison aussi de prononcer une mesure de protection, mais bien sûr qu'il a des conséquences sur les fonctions supérieures, cognitives et l'adaptation, mais aussi parce qu'on devient alcoolique au départ, souvent parce qu'il y a une difficulté personnelle. Donc là encore, c'est l'œuf et la poule. Est-ce que c'est l'alcoolisme qui induit l'altération ou est-ce que c'est l'altération qui induit... Je n'irai pas plus loin. Donc, des addictions, des déficiences ou des inadaptations, beaucoup de personnes donc, qui ont des troubles et qui échappent du fait de ces troubles aux codes sociaux, aux interactions sociales, au fonctionnement social. Les gens qui parlent tout seuls dans la rue, les gens qui font peur, la bizarrerie, hein, l'étrangeté, ceux qui échappent aux codes sociaux. Des populations aussi enfermées dans des mots valises. Alors ça, c'est terrible. Les handicapés, les cotorets. Alors même si la cotorette n'existe plus depuis 8 ans, on s'occupe de populations cotorettes. Tiens, un cotoret. Alors avec des mots valises en plus qui prennent beaucoup d'importance, c'est que dès que vous avez des personnes fragiles psychiquement et qui montrent une certaine labilité timique, ça veut dire des caractères en dents de scie, alors ils sont bipolaires. Alors ça, c'est le mot valise de ce début de siècle. Toi, tu es bipolaire. Et alors des bipolaires, on a des valises. Mais on est plus dans une réalité sociale que dans un diagnostic. Pareil pour Alzheimer. Toute la démence sénile est Alzheimer. Et avec ce que ça a de très morbide, parce que l'Alzheimer, c'est celui qui ne peut que décliner, qui ne peut s'en sortir que les pieds devant. Et on n'en réchappe pas d'Alzheimer. Et au-delà vraiment de la réalité de la pathologie Alzheimer, tout le monde est Alzheimer à partir d'un certain âge et dès qu'il y a des oublis de clés ou des trous de mémoire. C'est terrifiant. Donc, et je passe sur les mots valises, mais vraiment les signifiants tout à fait stigmatisants dans lesquels sont enfermées les personnes dont on s'occupe. Hein, l'alcoolo, le cotorep, le Alzheimer, le bipolaire, le fou. Pour les types de public, je crois que j'ai un peu brossé ce que je voulais dire, et je pense qu'il me reste 5 minutes, donc je vais finir sur le type de mesure de protection qu'on voit aussi.
Alors je vais enfoncer le clou par rapport à ce qu'a pu dire Véronique notamment. On a beaucoup de professionnels, magistrats ou mandataires ont lu avec beaucoup de plaisir le rapport du Sénat issu du rapport de la Cour des comptes là, qui a été publié en 2012 et la Cour des comptes c'était fin 2011. Puisque, dixit la Cour des comptes, l'hypothèse de surjudiciarisation de la vulnérabilité n'est pas vérifiée. Dit autrement, on nous a bassinés pendant des années avec trop de mesures de protection. Dit autrement, les magistrats sont des irresponsables parce que les gens sont mis sous mesure de protection par wagon entier et les professionnels les maintiennent jalousement sous mesure de protection. On continue à augmenter le nombre de mesures de protection, c'est unanimement sur tous les territoires, sur toutes les collègues, les assos consultés, ça continue à augmenter, malgré le plafonnement par service du fait de la dotation globale. Notre observation, c'est que la réforme des tutelles est un succès absolu pour les mesures civiles. Ça, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que la réforme des tutelles, la volonté du législateur et du ministère, en 2006, c'était vraiment, et à coup de conférence de presse ça a été affirmé, il y a trop de gens sous mesure de protection, donc on va faire autre chose, et ça sera infiniment subsidiaire que de recourir à la mesure civile, la mesure d'incapacitation civile. Donc, avec une couche remise sur la tutelle familiale, la priorité familiale, ça existait déjà en 1968. On ne s'est pas demandé pourquoi, alors qu'on était sous la loi de 68, déjà l'exception de la tutelle professionnelle avait été devenue quasi la règle, ou en tout cas la majorité. On ne s'est pas posé la question. Donc on remet une couche sur la priorité familiale. Aujourd'hui, j'ai vu, dans le rapport du Sénat, on serait à 48%, c'est ce que dit le Sénat, de tutelle familiale. Hein, donc, je ne sais pas d'où vient ce chiffre, puisqu'on n'en a pas, mais on serait à 48%. Et toutes les mesures accessoires, les mesures dites sociales, les MASP, les MAGE, sont un coût absolu. Et je ne parle pas du mandat de protection future. Alors les notaires faisaient part, je crois l'année dernière, de quelques centaines de mandats de protection future notariés. Donc moins d'un millier. C'est absolument ridicule si on parle de 800 000 mesures de protection ou 750 000, comme me semblait dire Pascal tout à l'heure. Donc la réforme est un succès, mais dans ce qu'elle voulait éviter, c'est-à-dire dans les mesures civiles. C'est le paradoxe du truc. Sur la qualité des mesures, une observation quand même qui est sans doute due toujours à la surcharge des services et des tribunaux, mais un regret, c'est que la souplesse des mesures de protection qui a été, et d'organisation et l'hyper-individualisation qui a été encouragée par les textes est sous-utilisée. C'est-à-dire que les figures types restent la curatelle renforcée, qui serait peu ou prou, dans ce qu'on dit, à peu près la moitié des mesures actives, voire plus. La curatelle renforcée, la figure type de la mesure de protection. En tout cas dans les services. Et la tutelle. Et tout ce qui est mesure un peu novatrice ou qui pourrait permettre de faire du sur-mesure, la sauvegarde de justice autonome, c'est-à-dire mesure à part entière et pas seulement avant-mesure, ou sur déclaration médicale, très peu utilisée, les curatelles ou tutelles aménagées, c'est-à-dire où plus d'autonomie sont données à la personne protégée ou plus d'actes au curateur, parce qu'au tuteur, la tutelle renforcée n'existe pas, c'est dur de renforcer une tutelle, pour pauvres personnes, sont sous-utilisées. C'est un regret à ce jour, mais on va peut-être attendre que le flux des mesures à réviser soit passé pour qu'on puisse investir ces questions-là. Mais c'est souvent, on remarque, l'aménagement et le sur-mesure des mesures sont plus de l'initiative des professionnels que des magistrats pour aujourd'hui qui doivent être pris dans les révisions. Une inquiétude aussi sur les mesures au bien. Grosse inquiétude, parce qu'un certain nombre de magistrats, alors c'est très disparate dans le territoire, certains les utilisent beaucoup, d'autres très peu. Mais un certain nombre de magistrats utilisent beaucoup les mesures au bien, c'est-à-dire qu'ils ne prononcent que des mesures au bien et pas la personne. Je vous le dis en tant que professionnel, c'est un non-sens. Séparer la personne de ses biens est un non-sens, et je le dirais d'autant plus facilement que la loi
est extrêmement clair là-dessus, c'est-à-dire qu'un mandataire judiciaire sur les actes personnels est complètement subsidiaire. C'est très rare qu'il consente à la place de la personne protégée, y compris sous tutelle. Donc pourquoi ne pas mettre une mesure de la personne? Est-ce que ça veut dire qu'on revient à une hypothèse qui n'a pas vécu longtemps sous la loi de 68, c'est qu'on faisait que de la protection aux biens, complètement déconnecter la personne? C'est un non-sens. Je crois, et là on se prive totalement d'une dynamique d'accompagnement, de ce que Benoît a appelé une fois qui m'intéresse, l'outil thérapeutique que peut être la gestion des biens. Je crois que je vais en rester là. Je vous ai dit à peu près les observations dont je voulais vous faire. Merci.